Vous écoutez Radio Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal. Te faire asseoir à la table des rois. Amis, auditeurs, auditrices de la radio La Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie, bonjour, bonsoir. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Derrière les micros, avec vous aujourd'hui, Sœur Vianique, enseignante, et moi-même, votre servante, Sœur Annette, enseignante. Nous vous souhaitons un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour rire, un temps pour se plaindre et un temps pour sauter de joie au milieu de son travail et comme partout ailleurs. Et tout ce qui est bon au milieu de son travail est un cadeau de Dieu. Courbons la tête et prions. Père éternel, nous voici devant toi pour te dire merci pour tous les bienfaits dont tu nous as comblés. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci d'avoir conduit nos pas en ce lieu et de nous y avoir devancés avant même que nous y soyons. En cet instant, ô tendre Père, daigne jeter un regard favorable sur cette émission, l'éducation, parlons-en, qu'elle serve à stimuler et à sensibiliser chacun de nos auditeurs. Permets, ô Dieu, que tous, petits et grands, jeunes et vieux, puissent en tirer profit. Sauveur charitable, enseigne-nous à faire ta volonté. Entre tes mains, nous nous remettons. Car sans toi, ô Dieu, tu le sais bien, nous ne pouvons rien faire de bon. Seigneur, veille sur nos pensées et sur nos paroles, afin qu'en toutes choses, ton nom seul soit glorifié. Bénis toute l'équipe derrière cette émission. L'animatrice, notre sœur Annette, Frère Osias, notre metteur en ondes, l'invité du jour, ainsi que moi-même. Puissions-nous, Dieu Tout-Puissant, nous rappeler que tu nous as créés pour ta gloire, que nous serons la tête et non la queue, en haut et non en bas, car nous sommes nés pour dominer. Voilà pourquoi, de par notre identité en toi, ô Dieu, nous pouvons déclarer sans embâche que oui, je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Et c'est ton nom. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Très souvent, nous choisissons des métiers, des professions sans prendre en considération les mouvements, les fluctuations du marché de l'emploi. Et le résultat, malheureusement, c'est qu'après plusieurs années d'études, notre beau diplôme n'est qu'un beau diplôme, bien encadré, mais qui ne nous permet pas de gagner notre vie. Il faut à ce moment-là, malheureusement, se tourner vers d'autres types d'emplois qui ne répondent pas nécessairement à nos rêves, à nos aspirations. Aujourd'hui, avec notre invité du jour, nous allons voir comment explorer le marché de l'emploi. Aussi, nous allons voir le marché caché, les outils de recherche d'emploi, c'est-à-dire le CV, la lettre de présentation, la lettre de remerciement, le portfolio. Finalement, notre invité va nous proposer des stratégies pour la recherche d'emploi ainsi que les secteurs les plus en demande en 2022. Donc, nous vous demandons de porter attention aux informations qui vont vous être données aujourd'hui. Allez chercher un stylo et un papier s'il le faut.
Avant de continuer, nous allons à une pause musicale et au retour, notre invité du jour vous en dira plus sur le marché de l'emploi. Nous vous rappelons que vous écoutez l'émission L'éducation parlons-en sur les ondes de la radio La Voix de la Vérité. Aujourd'hui, nous parlons du marché de l'emploi avec notre invité que notre sœur Vianique va prendre le soin de nous présenter. Notre invité d'aujourd'hui est diplômé de différentes universités haïtiennes, américaines et canadiennes en gestion de projet, en formation radio et en intervention communautaire. Elle est co-animatrice de l'émission de radio Écho évangélique de Montréal, organisatrice de l'événement Déjeuner de prière réunissant différentes communautés culturelles. Elle est membre fondateur du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques ici à Montréal et à Boston. Notre invité a déjà occupé des postes de direction de marketing et relations publiques dans l'industrie bancaire et un poste de direction de compte dans une institution financière de Montréal. Ce qui fait de notre invité une source inestimable dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui, où il est question du marché de l'emploi, c'est que depuis ces 10 dernières années, l'invité du jour travaille comme conseillère en emploi et consultante en gestion de projet. Et depuis janvier 2022, elle est nommée au poste de coordonnatrice de formation et représentation et chargée du projet métier de construction. Madame Mireille Mirambeau, consultante en gestion de projet, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de l'emploi. Moi, c'est une passion chez moi. Parce que vraiment, si on n'est pas passionné, on ne peut pas donner de bons conseils, on ne peut pas vraiment encadrer les personnes qui arrivent un peu partout avec toutes sortes de situations émotionnelles. Donc, il faut vraiment être là. Donc, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Oh, avec plaisir. Alors, Mireille, dans le cadre de ton emploi comme conseillère en emploi et de coach, tu aides les gens, surtout les gens venant de différentes communautés ethniques, c'est ça? Oui, donc, les gens viennent d'un peu partout. Chaque crise mondiale amène des nouveaux arrivants. Exactement. Comme très bientôt, on sait que ça va être des gens de l'Ukraine. Oui, donc, Mireille, tu aides ces gens à s'orienter au niveau professionnel. Tu les aides donc à mettre toutes les chances de leur côté afin de pouvoir bien naviguer dans cet océan qu'on appelle le marché de l'emploi. Est-ce que tu pourrais aider nos auditeurs et auditrices à bien comprendre le fonctionnement du marché de l'emploi, Mireille? Bon, au fait, lorsque quelqu'un cherche du travail, si on va simplement sur Internet, on est un peu perdu parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet. Donc, la personne se retrouve à galérer. Il faut avoir les outils de recherche d'emploi. Les outils de recherche d'emploi, c'est-à-dire le CV, la lettre de présentation, comme tu l'as mentionné tantôt, la lettre de remerciement et le portfolio au besoin. Maintenant, quelqu'un qui vient, comme on le sait, il y a plusieurs types de CV. Il faut savoir pourquoi il faut faire tel type de CV, dans quelles circonstances il faut faire tel type de CV. Donc, nous autres, nous utilisons beaucoup le CV par compétence parce que l'employeur, ces jours-ci, c'est la course à la montre. Tout le monde est pressé. Donc, c'est vraiment en un rien de temps, 15 secondes, 20 secondes, qu'il vérifie le CV. Pour cela, ce qu'il faut faire, nous autres, nous prenons toutes les compétences, nous les mettons dans le sommaire des compétences. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait une formation, qui a de l'expérience, parce qu'il faut comprendre qu'en Amérique du Nord, parce que moi aussi, j'ai vécu aux États-Unis, c'est à peu près la même chose, ils mettent l'accent sur les expériences. Donc, la première phrase dans le sommaire de compétences, ce qu'il faut annoncer ses compétences. Il faut annoncer ses expériences, plus de 10 ans d'expérience dans pratiquement service à la clientèle, administration et autres. Donc, la première phrase annonce les couleurs à l'employeur. Donc, si l'employeur, lui, il est en train de chercher quelqu'un au niveau de l'administration, et il y a des choses, il y a des non-dits. L'employeur peut être en train de chercher quelqu'un qui réunit plusieurs compétences. Donc, quand vous lui dites, quand vous lui amenez sur un plateau d'or
que vous avez ces compétences-là, automatiquement vous êtes sélectionné. Donc voilà pourquoi il faut savoir c'est quoi les mots-clés qu'il faut mettre. Comment convaincre l'employeur? Est-ce qu'il y a un logiciel qui va chercher les CV? Oui, il y a un logiciel qui va chercher les CV. Mais la seule chose, en mettant les bons mots-clés, automatiquement le CV est sélectionné. Donc voilà, nous autres, par exemple, là où je travaille, à la Maisonnée, nous avons des clients qui sortent d'un peu partout dans le monde, surtout de la communauté arabophone. Et nous avons la communauté européenne, France et tous les pays avoisinants. Nous avons beaucoup de Vénézuéliens. Donc chaque crise mondiale, comme je disais tantôt, amène des nouveaux arrivants. Et nous avons beaucoup d'Africains et des Haïtiens. Donc nous regroupons des intervenants de différentes communautés culturelles, ce qui permet à la personne qui rentre dans la bâtisse de savoir qu'elle est prise en charge complètement. Ça veut dire que à la Maisonnée, nous avons 30 programmes. Donc, nous avons les langues, nous avons quand même le contrôle alimentaire, parce que parfois les personnes arrivent, ils n'ont pas assez d'argent. Donc, il faut avoir un panier alimentaire pour pouvoir leur donner. Et ensuite, et ça dépend du nombre de personnes au niveau de la famille. Nous avons le soutien psychosocial, donc quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui a besoin de parler à quelqu'un. Nous avons un espace où la personne peut vraiment partager. Nous avons le logement, un département de logement. Si quelqu'un cherche une maison, la crise de logement ces jours-ci. Donc, si quelqu'un cherche une maison, nous avons des appartements, des 3,5, des 2,5. Nous leur offrons ces appartements-là. Donc, ce sont des employés, des personnes qui possèdent des maisons, qui sont au courant que nous offrons ce service et qui nous envoient les informations. Donc avec ça, ça permet à la personne au départ de pouvoir réunir tout le kit. Nous avons un département d'immigration pour pouvoir faire les permis de travail, les allocations pour les enfants. Donc, si quelqu'un arrive ici à Montréal avec des enfants d'un certain âge et qu'il a droit à ces allocations, nous remplissons les formulaires et nous leur permettons de pouvoir trouver les allocations. Donc, à part de ça, la citoyenneté canadienne, le renouvellement de la résidence permanente, nous préparons les personnes pour l'examen de citoyenneté également. Donc, c'est un peu de tout. Donc, moi, je suis dans l'emploi. Je suis dans l'emploi, ça fait tantôt 12 ans que je suis dans l'emploi. Et beaucoup de personnes rencontrées, parfois avec beaucoup de détresse. La seule chose, il faut pouvoir être à l'écoute, pouvoir comprendre le besoin du client et pour pouvoir l'orienter. Donc, quand on parle d'emploi également, parfois, le client vient, il ne sait pas au fait ce qu'il veut. Il ne comprend pas le mot qui est utilisé pour pouvoir désigner pratiquement un poste. Il faut, à ce moment-là, aller lui expliquer, aller lui montrer comment chercher sur Internet. Alors, j'avais oublié de dire quelque chose d'important également. Il y a des personnes qui arrivent qui ne savent pas utiliser l'ordinateur. On a une section en informatique où l'on fait gratuitement parce que nous autres, nous sommes supportés par le MIDI. Donc, Ministère de l'Immigration, Diversité et Inclusion, et par Service Québec, Emploi Québec. Donc, avec ça, la personne elle-même, elle arrive à trouver quelqu'un pour l'encadrer au niveau de l'informatique. Donc, ce sont des bénévoles qui font le travail, qui encadrent, qui leur montrent comment utiliser au départ, envoyer un CV, avoir une adresse courriel, etc. Donc, maintenant, quand on parle d'emploi, c'est important que la personne puisse savoir quoi choisir. C'est quoi choisir? Qu'est-ce que je dois aller étudier actuellement? Est-ce que je vais étudier, je vais faire des études et puis ensuite, après quelques années, ces études-là ne serviront à rien? C'est quoi? Comment aller chercher? Comment faire la projection pour savoir ce qui va se passer sur le marché de l'emploi? Donc, nous autres, nous avons quand même les informations, nous expliquons aux clients et nous leur montrons quels sont les postes qui sont les plus en vedette. Donc, si vous allez, par exemple, faire du service à la clientèle, donc service à la clientèle, voici la quantité de postes au jour d'aujourd'hui. Et quand on parle de service à la clientèle, parfois la personne le voit d'une certaine façon, mais il faut comprendre qu'il y a service à la clientèle banque, il y a service à la clientèle que ce soit chez un vétérinaire, service à la clientèle un peu partout. Donc, tout simplement, si quelqu'un a déjà travaillé dans un laboratoire, donc, on va beaucoup plus facilement l'embaucher parce que la personne a déjà le vocabulaire. La personne connaît déjà le rouage. Donc,
un vétérinaire va être beaucoup plus enclin à prendre une personne au niveau du service à la clientèle selon ses besoins. Si un employeur a besoin d'une personne parlant trilingue, parlant plusieurs langues, donc automatiquement, ce que nous faisons, ou bien nous faisons le pont, ou bien si c'est expliqué dans l'offre d'emploi, nous allons partager avec le client, voilà ce qu'il faut mettre dans ton CV. Parce que c'est ça, ce sont les mots-clés qu'il faut faire ressortir. Et à partir des mots-clés, le CV va être sélectionné. Ce n'est pas très, très compliqué, mais des fois, les personnes mettent un CV qui n'a pas d'information du tout, qui est trop général. Le CV ici doit être ciblé. C'est en ayant des CV ciblés que vraiment le candidat va être retenu et on va le contacter pour une entrevue d'embauche. Et pour l'entrevue d'embauche, nous préparons également les personnes pour l'entrevue d'embauche. Mireille, tu as parlé du CV par compétence. Tu as aussi parlé de mots-clés qui étaient importants. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement, nous donner quelques exemples de mots-clés qu'on pourrait utiliser dans ce qui ferait qu'un CV soit un très bon CV ou un CV un peu médiocre, si on veut? Oui, si par exemple quelqu'un est en informatique, la personne met dans le CV donc qu'il est dans l'informatique, mais il est développeur web. Donc s'il met le mot développeur web, c'est le mot-clé qu'on cherche. C'est le mot-clé. Donc si la personne a occupé un poste antérieurement de secrétaire de direction, elle met administration, mais peut-être que c'est secrétaire de direction qu'elle doit mettre. Donc voilà pourquoi il faut bien lire l'offre d'emploi. Moi, j'utilise beaucoup la méthode de couleur. Donc il faut souligner les mots-clés. Et puis s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, il faut aller chercher dans Google, dans le dictionnaire, pour bien comprendre. Parce que automatiquement qu'il y a l'entrevue téléphonique, quand on vous pose la question, que vous répondez à côté, ça ne marche pas non plus. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un problème d'accent. Des fois, le nouvel arrivant, on lui pose la question, c'est un Québécois, il ne comprend pas. Il faut tout simplement dire à la personne, écoutez, c'est la première fois que j'ai passé une entrevue. Ici, les gens sont très ouverts. C'est la première fois que j'ai passé une entrevue. Est-ce que vous pourriez répéter la question pour moi? S'il utilise un verbe que vous ne comprenez pas, vous lui dites, est-ce que vous pourriez reformuler la question pour moi? À ce moment-là, il sait qu'il doit reformuler. Donc, bref, pour les mots-clés, il faut savoir que dans l'offre d'emploi, c'est une mine d'or. Il faut aller prendre les verbes. Chaque phrase au niveau des exigences du poste commence par des verbes. Il faut prendre les verbes, les répertorier quelque part, ce qui va vous aider quand vous allez vraiment vous exprimer. Ensuite, les mots les plus importants, que ce soit au niveau de connaissances informatiques, au niveau de aptitudes personnelles, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le rapport avec l'employeur, il faut savoir qu'il y a des compétences qui doivent ressortir. Quand on parle de notion de compétences, on parle de savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, le client, lui, le candidat, lui, qui doit parler, qui doit s'exprimer, il doit pouvoir faire ressortir son savoir, c'est-à-dire ses connaissances, son savoir-faire, ses expériences, et son savoir-être, ses aptitudes personnelles. Parce que ici, c'est une enveloppe qu'on prend. La personne peut avoir un doctorat, et c'est au niveau de son savoir, mais elle n'a pas l'expérience. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Entre quelqu'un qui a déjà une expérience et qui, même si elle a fait seulement niveau bac, eh bien, on va l'apprendre. Et voilà pourquoi les personnes, elles commencent à étudier. Elles finissent avec un baccalauréat. Elles vont faire une maîtrise sans passer par une expérience de travail. Donc, quand vous allez terminer avec votre maîtrise, vous allez rentrer sur le marché du travail et vous allez avoir une compétition lourde parce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait des expériences de travail. Et c'est ça qui est important. Donc, ce que nous leur disons, essayez avec du bénévolat. Faites du bénévolat. Donc moi, quand je vais faire le CV, je laisse parler le client, je lui dis raconte-moi ta vie. Et puis je prends des notes parce que je sais comment je vais préparer le CV pour vendre mon client, pour que mon client lui-même, il soit beaucoup plus attractif pour l'employeur. Donc, si je comprends bien, Mireille, pour avoir un CV qui va permettre de vendre vraiment le client ou la cliente, c'est préférable d'aller voir quelqu'un qui a de l'expérience comme toi, qui peut nous aider à bien préparer un CV plutôt que de le faire nous-mêmes. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, moi, quand je suis sortie des États-Unis, je pensais que j'étais capable de trouver du travail. Eh bien, c'est justement quelqu'un qui a pris mon CV. Dans mon CV, il y avait 4 à 5 pages.
Un CV ici, c'est 2 pages. 2 pages max. Maximum. Donc, automatiquement, la personne a pris le CV, l'a remodelé parce que il vaut mieux. Moi, j'avais compétences en gestion de projet, compétences en communication. J'ai tout mis. Donc, automatiquement, l'employeur, lui, il est désorienté. Il reçoit un CV avec trop d'informations. Ce que l'employeur cherche, c'est d'avoir l'information directe. Il sait qu'il cherche quelqu'un en gestion de projet. Voilà ce que j'ai. J'ai ça. Au niveau de compétences informatiques, j'ai ça comme pour la gestion de projet. Au niveau expérience, j'ai ça. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? L'employeur va voir qu'il a trouvé la personne idéale, le candidat idéal, et à ce moment-là, il va vous contacter. Mais quand c'est rempli, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 piles. Une pile pratiquement d'acceptation, une pile où il y a des points d'interrogation, l'employeur ne sait pas ce qu'il va faire de ton CV, il dépose sur cette pile-là, ou bien une pile de rejet. Nous autres, nous nous efforçons pour que tous les CV passent sur la pile d'acceptation. Donc pour ça, il faut qu'il y ait ces mots-clés, il faut qu'il y ait cette façon de vendre le CV, il faut que l'employeur, parce que le candidat qui envoie le CV, il n'a pas accès à l'employeur. Donc c'est le CV qui va le vendre pratiquement. Donc il doit avoir un CV vendeur, un CV percutant pour qu'il soit sélectionné. C'est sûr que il faut toujours dire la vérité dans son CV, ça on le sait. Ça veut dire que on peut avoir un CV général, mais ça prend quand même un CV qui est adapté à l'offre d'emploi en question. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la personne prend l'offre d'emploi, elle va décortiquer l'offre d'emploi. Donc moi, parallèlement comme conseiller en emploi, moi je fais la chirurgie du CV. Je m'excuse de parler avec des termes compliqués. Non, c'est correct, on comprend. Je prends le CV, je vais faire la chirurgie. Je me dis, cette personne-là, je lui pose des questions. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Je me suis occupée à un certain moment des enfants autistes. Tu t'es occupé des enfants autistes? Alors que le gouvernement décaisse de l'argent pour des enfants autistes. Donc automatiquement, ce mot autisme-là devient mon mot-clé. Et bien, je vais le prendre pour pouvoir vraiment le mettre dans le sommaire des compétences. Parce que en général, ce qui se passe, c'est que l'employeur, lui, ce qu'il va regarder au tout départ, est-ce que vous avez un numéro de téléphone à Montréal? 514, 438, etc. Vous avez un numéro de téléphone sur l'Algérie. Donc, vous n'avez pas encore ce qu'ils disent, vous n'avez pas encore déposé vos valises au Québec. On veut que ce soit des gens qui ont déposé leurs valises au Québec. Après, ce qu'il fait, il regarde s'il y a un titre dans le CV. Parce que les logiciels qui sont configurés, ils vont aller chercher à partir des titres de CV. Et après, donc l'employeur, lui, il lit le sommaire des compétences. Dans le sommaire des compétences, tu dis formation universitaire. Ce qu'il fait, il va directement dans la formation pour voir dans quelle université que tu as étudié. Est-ce que c'est une université européenne, aux États-Unis, ailleurs? Ensuite, il continue à lire son sommaire, le sommaire des compétences, toujours avec la notion de compétences, savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, les aptitudes, en général, sont mentionnées dans l'offre d'emploi. Donc, il faut prendre ces aptitudes et savoir que oui, j'ai le sens de l'organisation. Oui, je suis orienté résultat. Oui, je suis capable de m'adapter rapidement. Oui, je peux vraiment avoir le sens de persuasion. Donc, avoir tous ces mots-clés-là et ensuite préparer des exemples. Parce que l'employeur, lui, il peut vous appeler et vous demander, oui, j'ai vu dans votre CV que vous avez tel type d'aptitude. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple? Et puis comme ça, vous êtes désorienté. Non. C'est-à-dire, tout doit se préparer ici. Parce que l'employeur qui vous appelle, peut-être qu'il vous appellera une fois, qu'il ne vous appellera pas la prochaine fois. Donc, pour cela, il faut mettre toutes les chances de votre côté. Je sais qu'ici au Québec, il y a vraiment des aptitudes qui sont attendues. Par exemple, le sens du travail d'équipe, quelqu'un qui a le sens de l'initiative. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de travailler en équipe. C'est très, très, très important. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu pourrais partager avec nous, Mireille, que les employeurs demandent ici au Québec? Oui, tout à fait. Alors, pour l'esprit d'équipe, ou bien, comme on le dit, moi, j'ai vécu aux États-Unis. Aux États-Unis, quand on te prépare à 100%. Et puis même à 100%, quand tu as fini avec ton évaluation, on va regarder. Est-ce que tout est correct pour toi? Oui, très bien. Procédure. Parce qu'ils ont la capacité de le faire. Mais cependant, au niveau du Québec, ils vous préparent à 75% et après, ils vous mettent sur le plancher.
Donc, c'est ce coéquipier-là qui va vous donner le reste des informations. Donc, il y a quand même le sens de l'organisation, il y a la capacité de communiquer. Donc, dépendamment du poste que vous allez occuper, quelqu'un qui est en santé, par exemple, il doit pouvoir avoir de la patience, il doit pouvoir avoir de l'empathie. Exactement. Quelqu'un qui est dans la communication, qui doit parler aux clients, service à la clientèle, doit avoir la bonne communication. Donc, vraiment, il faut comprendre que dans l'offre d'emploi, qu'il y a une mine d'or, vous allez trouver les informations susceptibles de vous aider, de vous préparer. C'est comme lire dans la pensée de l'employeur et lui donner la réponse attendue, si on veut. On dit, OK, je sais que c'est ce qu'il veut, alors moi, donc, je vais répondre la façon que lui, il voudrait que je réponde. Oui. Oui, c'est parce que habituellement, on a une façon de penser que plus on met d'éléments dans notre CV, plus on a de chances de se faire embaucher. Donc, c'est mauvais. Oui, c'est ça, parce que j'ai reçu des CV de 40 pages, de 16 pages, des gens qui ne comprenaient pas. On a dû s'asseoir avec ces personnes-là pour leur dire, voilà comment ça se passe au Québec. Il y a une notion de temps, il faut le prendre en considération. Et ensuite, également, quand on va préparer le CV, on peut dire qu'il y a comme des sections. Les sections sont bien délimitées. Donc, voilà pourquoi il faut savoir le sommaire des compétences, l'expérience professionnelle. Donc, après l'expérience professionnelle, c'est la formation. Après, c'est le bénévolat. Donc, le bénévolat, quel type de bénévolat? Comme je leur dis, vous dites que vous avez été bénévole. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous étiez dans une association d'étudiants? Qu'est-ce que vous avez occupé? Est-ce que vous avez été, par exemple, comme un responsable de trésorerie? Automatiquement, vous êtes en finance. Ce responsable de trésorerie va vous ouvrir des portes. Donc, il faut le dire, tout simplement. Il ne faut pas aller tout simplement le mettre comme bénévole. Bénévolat, j'ai été bénévole. Non, il faut décanter ce côté bénévolat. Alors maintenant, nous allons à une courte pause et au retour de la pause, Mireille nous parlera de la lettre de présentation, des stratégies pour la recherche d'emploi et des professions les plus en demande. Vous écoutez l'émission L'éducation, parlons-en sur les ondes de la radio La Voix de la Vérité. Aujourd'hui, nous parlons du marché de l'emploi avec notre invitée, Madame Mireille Mirambeau. Mireille, est-ce que tu pourrais nous parler du marché caché maintenant, s'il te plaît? Oui, en fait, on parle d'avoir son réseau de contacts parce que ça fonctionne bien ici. Il faut comprendre qu'on ne peut pas arriver dans un pays et on ne sait pas dans quoi le gouvernement va investir. Donc, le budget doit être une boussole pour nous. Si le gouvernement va investir dans les aînés, donc combien d'argent, et automatiquement appliquer. Parce que c'est une façon un peu plus pointue d'aller chercher du travail, mais ça ouvre les portes tellement beaucoup plus rapidement. Donc, moi, ce que je fais, je cherche au niveau du budget, je cherche au niveau des déclarations gouvernementales, qu'est-ce que le gouvernement a dit sur tel sujet, et automatiquement, moi, je me positionne. Donc, j'appelle ou bien j'envoie tout simplement le CV. L'autre chose également que l'on peut faire, si en faisant des recherches, je m'aperçois qu'il y a une compagnie qui va ouvrir une succursale à Laval, je me positionne. Donc, j'appelle la compagnie parce que ici, les gens sont ouverts. Écoutez, j'ai vu dans le journal Les Affaires, j'ai vu que vous allez ouvrir une succursale à Laval. C'est dans quel coin? La personne va vous dire automatiquement combien de personnes que vous allez les chercher. Est-ce que vous allez embaucher du monde dans l'administration? Est-ce que on va vous référer à la personne responsable? Et là encore, je positionne mon client. Mais toi, tu fais ça comme conseillère en emploi ou n'importe quel particulier, n'importe quel citoyen peut le faire aussi? Bon, je suppose que parce que c'est juste une stratégie, n'importe qui aurait pu le faire. La seule chose, quand j'appelle au nom de la maisonnée, au nom d'un organisme. Oui, c'est peut-être que ça a beaucoup plus de poids. Mais donc, au niveau du marché caché, il y a plusieurs façons de découvrir ce marché caché. Il y a également, comme on le sait, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, moi j'ai à peu près, disons, 1800 personnes sur mon LinkedIn. Donc, sur mon LinkedIn, à ce moment-là, ce qui se passe, la moitié, même les 80%, ce sont des employeurs. Et ici, ce qui est remarquable, je cherche RH Bombardier sur la barre de recherche sur LinkedIn. Eh bien, le LinkedIn me donne qui est-ce qui se trouve au niveau de RH Bombardier. Et cette personne-là, je la contacte, elle devient mon amie professionnelle. C'est simple.
C'est pas compliqué. La seule chose, votre LinkedIn doit être vraiment bien rédigé, donc bien bâti, solidement bâti. Ça doit avoir toutes les informations nécessaires, où est-ce que vous avez fait vos études, etc. Vous ne pouvez pas envoyer un LinkedIn avec un réseau de contacts pauvres, avec 10, 20 personnes. Non, il faut avoir au moins une centaine de personnes au départ, parce que c'est un win-win situation. L'employeur doit savoir que là, il devient votre ami, mais qu'est-ce que vous mettez sur la table? Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Donc, moi, j'arrive avec mes 1800 personnes, les portes me sont ouvertes. Donc, voilà pourquoi c'est important de savoir le marché caché. Qu'est-ce qui se passe également? Il y a par exemple, nous faisons des speed jobbing. Donc, il faut comprendre que nous sommes dans tous les salons de l'emploi. Je fais des ateliers dans les grands salons, comme on les appelle, au palais des congrès, etc. Mais nous sommes là pour pouvoir vraiment orienter le client et venir avec des informations. Donc, quand je sais, par exemple, que je vais faire un speed jobbing. Le speed jobbing, c'est ce qu'on appelle l'entrevue éclair. C'est mentionné nulle part. Nulle part. Moi, je sais que je vais recevoir Hydro-Québec. Je sais que je vais recevoir Hydro-Québec. Hydro-Québec cherche des personnes dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Qu'est-ce que je fais? Automatiquement, je vais aller positionner mes clients. Donc, on prépare tous les CV pour Hydro-Québec. Hydro-Québec vient à la Casa Italia ou bien à n'importe quel hôtel où nous le faisons. Et nous, en général, nous le faisons avec 10, 15, 20 employeurs. Et nous plaçons nos clients à ce moment-là. Nous avons des partenaires, nous avons Desjardins comme partenaire, nous avons Saputo comme un partenaire. Et ça nous permet, nous autres, de pouvoir vraiment positionner la clientèle. Donc, il faut savoir que parfois, il y a des activités. Ces jours-ci, par exemple, il va y avoir un salon de l'emploi au niveau de l'événement carrière qui va se dérouler au mois d'avril. Les ressources humaines viennent à un certain moment, ne sont pas là le matin, mais vers 2 heures de l'après-midi, les ressources humaines sont là. Ils font passer des entrevues directement. Ça, c'est une partie encore du marché caché. Parce que vous allez dans un salon de l'emploi, vous avez l'impression que vous allez visiter des kiosques. Non, la personne qui vous rencontre, elle vous pose des questions. Et comme ça, elle va vous dire, bon, eh bien, j'aimerais ça vous rencontrer une deuxième fois. Voici ma carte, appelez-moi ou bien on va vous contacter. Encore le marché caché. Donc, le marché caché, ça veut dire que c'est mon réseau de contacts qui fonctionne. C'est le bouche à oreille. Moi, les 2 postes que j'ai obtenus ici à Montréal, parce que j'ai travaillé comme directeur de compte à la Banque Royale ici, eh bien, c'est à travers le marché caché. Donc, ce sont des personnes qui sont à l'intérieur et qui arrivent vraiment à me dire, ah, Mireille, tu sais, on est en train de chercher telle personne. Donc, quand je suis rentrée comme conseillère en emploi à la Maisonnée, eh bien, c'est une amie à moi. Bon, elle n'était pas mon amie avant. C'est elle qui a pris mon CV, qui a décortiqué mon CV et qui a préparé le CV et qui l'a envoyé pour moi à la Maisonnée. Donc, elle m'a dit, Mireille, attends-toi à ce qu'on t'appelle. Effectivement, un jour après, on m'a contacté. Et elle m'a dit, si on t'appelle, rappelle-moi tout de suite. Je l'ai appelée, je lui ai dit, voilà, on vient de me contacter. Elle m'a dit, Mireille, je vais te préparer pour l'entrevue d'embauche. Une entrevue, ça se prépare. Quel type de questions on peut me poser? Quelle mise en situation qu'on peut me donner? Donc, elle-même, elle m'a préparée. Et quand je suis sortie de l'entrevue, c'était gagnant. Donc, après, je l'ai fait que sortir, arriver devant la bâtisse. On m'a appelé, on m'a dit que j'étais retenue. Donc, le marché caché, c'est le bouche à oreille. Donc, Annette est à l'intérieur. Elle sait qu'il y a un poste. Le poste n'est pas publié. Mais cependant, elle va me dire, Mireille, on est en train de chercher telle personne actuellement, donc avec telle compétence. Donc moi, si j'ai les compétences, automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je prends le CV et je l'envoie. Le CV d'abord, accompagné de la lettre de présentation. Ouais. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le réseautage, Mireille? Le réseautage, c'est quand tu vas dans des activités. Moi, je sors beaucoup et je vais dans des activités de réseautage justement pour aller faire des contacts employeurs. Donc, je sais, par exemple, la chambre de commerce fait une activité, je me positionne. Donc, je vais avec ma carte d'affaires et je fais des contacts. Mais un client également, parce qu'il y a des réseaux partout. Donc, un client, lui aussi, il peut aller dans une activité faite par une entreprise informatique. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer du monde. Il va rencontrer les RH. Il va rencontrer d'autres types de personnes. Et ce que ça va lui donner le nom de la personne. Des fois, c'est ça qui va débloquer une situation. On a un nom, on a une adresse courriel et cette personne peut ne pas être RH, mais elle va te référer
Quand tu dis RH, c'est ressources humaines. Ressources humaines. Elle va te référer aux ressources humaines et puis comme ça, tu vas pouvoir avoir cet appel-là qui va ouvrir les portes pour toi. Donc, il faut être visible. Il faut être visible. Aller sur les réseaux sociaux, pas pour le plaisir, mais comme LinkedIn, où ce qu'on peut vraiment trouver d'autres personnes. Donc, c'est comme au niveau du réseautage. Donc, ça serait un des meilleurs endroits. Oui, et puis ensuite, dans le LinkedIn, si par exemple, tu as besoin, j'avais une Française qui était dans le bureau, elle avait quelqu'un qu'elle allait rencontrer, elle n'avait pas d'informations. Elle est remontée sur son LinkedIn. Elle a été chercher quelqu'un dans le réseau qui faisait le même travail qu'elle. Elle lui a demandé, lui a dit, écoute, appelle-moi dans une demi-heure. Une demi-heure. Elle avait toute l'information. Donc voilà pourquoi le LinkedIn à tous les niveaux, c'est bon. Mais il ne faut pas oublier que Facebook, il y a des personnes qui prennent le Facebook, qui l'utilisent peut-être comme réseau social pour aller mettre des photos, etc. Il faut savoir que Facebook, il y a Emploi Montréal, plein de postes. Chaque jour, des postes sont publiés. Emploi, stage, bénévolat. Plein de postes en emploi, en stage, en bénévolat. Donc, il y a, quand on parle de groupe, c'est 12 000, 19 000 personnes. Ça veut dire que quand ces 19 000 personnes se mettent à dire, bon, même pas 19 000, disons qu'il y aurait 300 personnes à publier des postes. Ça te fait beaucoup de postes pour une journée. Donc, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de travail. Il y a de l'emploi, mais il faut savoir comment aller chercher. On n'est plus au temps où on se présentait dans un centre d'emploi et qu'on prenait une petite carte pour trouver, un emploi. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Mireille, on parle des réseaux sociaux. Je ne peux pas m'empêcher de te demander, de te poser cette question. On a entendu depuis quelques années que maintenant, les employeurs, lorsqu'ils reçoivent un CV ou une lettre, peu importe, ils vont aller fouiller dans le Facebook et tout. Donc, quel conseil tu donnerais, toi, à des jeunes qui publient n'importe quoi sur Facebook et qui pensent qu'ils vont pouvoir se trouver un bon emploi plus tard? Il faut savoir que maintenant, notre vie n'est plus privée. Notre vie est publique complètement. C'est-à-dire, moi, si on tape mon nom sur Google, on trouve tout mon parcours, tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai fait dans ma vie. Eh bien, c'est la même chose pour Facebook. Facebook, l'employeur, lui, ce qu'il va chercher, il a besoin d'un employé stable. Il a besoin d'un employé qui a une bonne image de marque. Il a besoin d'un employé qui a une solide réputation. Donc, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher la façon dont tu te comportes. Si, par exemple, là, tu as les yeux presque fermés parce que tu as bu de l'alcool, ça ne marche pas là. Donc, il faut comprendre qu'il faut avoir vraiment une certaine façon de se comporter, même si il y a des personnes qui me disent, écoutez, madame, c'est mon Facebook, c'est ma page Facebook. Non. Parce que si vraiment... C'est public. C'est public. Donc, il faut savoir quelles sont les conséquences et les assumer à ce moment-là. Parce que l'employeur, lui, ce qu'il va faire, il va remonter dans ton passé. Il va remonter pour savoir qui tu es. Donc, toi-même, tu dois savoir qu'à partir du moment que tu veux aller chercher du travail, un emploi stable, un emploi au niveau du gouvernement, un emploi ailleurs, il faut savoir comment gérer Facebook, LinkedIn, etc. Maintenant, Mireille, est-ce que tu pourrais nous parler des autres outils de recherche d'emploi? Tu nous as parlé du CV par compétence. Je sais qu'il y a d'autres CV, mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la lettre de présentation, de la lettre de remerciement puis du portfolio? Oui, en général, vous allez voir que vous appliquez pour un poste et on vous demande d'attacher votre CV et la lettre de présentation. Donc, c'est pas à ce moment-là que vous allez rapidement faire une lettre de présentation. Il faut que votre lettre de présentation soit déjà préparée pour que vous puissiez l'attacher. La lettre de présentation dit quoi? Eh bien, elle dit que vous êtes motivé. Que vous êtes motivé pour pouvoir appliquer pour le poste. Elle dit que vous êtes capable de faire le poste. Voici les compétences que j'ai pour pouvoir occuper ce poste-là. Elle dit également voici les aptitudes que j'ai. Donc, au fait, c'est à peu près reprendre, mais en vous vendant davantage. Mais il faut quand même l'adapter au poste. Oui, il faut toujours l'adapter au poste. Il y a des personnes qui disent, les présentations, on ne les lit pas. C'est pas vrai, on les lit. On les lit, il faut tout simplement savoir comment vraiment agencer cette lettre de présentation pour que la lettre de présentation puisse présenter un certain intérêt pour l'employeur. Maintenant, il ne faut pas oublier comme un outil de recherche d'emploi, le portfolio. Quelqu'un qui est par exemple dans la photographie. Donc, moi, je dois savoir, est-ce que la personne utilise des couleurs noir et blanc? Est-ce que maintenant, c'est la nature morte? Qu'est-ce qu'elle fait? Quel type de photo qu'elle fait? Quelqu'un qui est, par exemple, architecte.
Je dois savoir quel type de maison que la personne va construire, comment la maison est décorée, etc. Donc l'architecte, je dois pouvoir vendre ça à travers son portfolio. Donc automatiquement, il y a le portfolio électronique qui de plus en plus fait son cours. Donc ça va permettre à l'employeur de pouvoir savoir que vous êtes capable d'occuper le poste. Vous utilisez des couleurs pastel, vous utilisez, etc. Et ça va s'adapter à sa clientèle parce que lui, ce qu'il veut voir, il veut avoir du succès dans son entreprise. Il veut être accompagné de personnes qui pourraient lui apporter ce succès. Donc, si vous venez avec tous ces éléments-là, certainement, ça va cartonner. Un jeune, par exemple, Mireille, qui finit son secondaire 5, qui ne sait pas trop dans quel secteur se lancer, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Bon, maintenant, ce que nous faisons, nous allons faire ce qu'on appelle l'orientation. C'est-à-dire que si la personne vient, je vais lui poser la question à savoir qu'est-ce qu'elle aime faire. Dans quoi tu fais, c'est quoi ton passe-temps? Mon passe-temps, c'est le bricolage. Ah, bricolage. Donc ça, c'est quelque chose qui va me mettre en état d'alerte. Ah, moi, j'aime jouer avec les poupées parce que j'aime les habiller, donc j'aime la couture. Ah, j'aime la mode. Moi, j'aime vraiment m'occuper pendant j'ai ma grand-mère, je m'assieds avec elle, je m'occupe d'elle. Santé. Peut-être que c'est à ce niveau-là. Moi, je fais un dépouillement au fur et à mesure. Donc, à partir de cette première sélection, je vais rentrer en profondeur. S'il faut faire un bilan de compétences, s'il faut faire des tests d'orientation, on le fait. Mais c'est surtout pouvoir donner des conseils pour que la personne ne puisse pas dire « Oh, voilà, c'est pas ce que je voulais faire, etc. » À ce moment-là, vous savez qu'il faut aller choisir le métier qui passionne. Parce que ici, avec les 8 mois d'hiver, là, si tu vas prendre quelque chose qui ne t'intéresse pas, c'est dépression express. Il faut savoir il faut aimer ce qu'on fait et pouvoir vraiment se donner totalement. Donc, moi, ce jeune-là, je lui dirais, il doit peut-être faire une introspection. Bon, il y a des jeunes qui sont un petit peu perdus. Donc, ou bien venir nous trouver et nous autres, nous allons prendre le temps de lui parler, de comprendre ce qu'il veut, de comprendre ce qu'il recherche. La personne peut me dire, ah, Mireille, je ne suis pas bonne en maths. Donc ça retient mon attention. Moi, j'aime écrire. Ça, c'est une autre chose. Moi, j'aime dessiner. Donc, tout ça, ce sont des choses. C'est quoi le passe-temps? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait vraiment... qu'est-ce qui crée des étincelles chez toi? Des étincelles dans tes yeux? Comment tu te sens dans telle situation? Donc, automatiquement, ça va aider à ce moment-là. Mais malheureusement, la majorité de nos jeunes vivent de très mauvaises expériences avec les conseillères en orientation. Donc, à ce moment-là, ça serait quoi les choix qu'ils pourraient avoir? Moi, j'ai eu ma fille qui avait été trouvée un conseiller et on lui a dit qu'elle devrait aller en menuiserie. Menuiserie? Ah non, j'ai dit, non, ça ne marche pas. Elle est toute petite, tes bras sont tout petits, etc. Donc, c'est ça à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir à ces jeunes-là? Donc, automatiquement, il faut savoir qu'est-ce que tu aimes. Donc, je me suis assise avec elle parce que quand elle a fini d'avoir l'information, quand l'enfant a fini d'avoir l'information, c'est assez difficile d'aller retirer l'information. Exactement. Donc, voilà pourquoi il faut aller dire, parce qu'on lui dit, bon, menuiserie, c'est 26 $ de l'heure. Combien de trucs en menuiserie que tu vas trouver? Combien de fois par... Donc, il faut aller réveiller l'enfant pour que tu puisses vraiment lui faire comprendre que c'est pas totalement... Bon, c'est pas totalement vrai, mais il y a des conséquences également dans son choix. Donc, il faut comprendre quels sont les métiers qui sont en demande. Est-ce qu'il y a des métiers que tu pourrais faire, des professions que tu pourrais occuper, qui pourraient t'aider de passer au travers, de pouvoir vraiment travailler facilement et de pouvoir vraiment se sentir heureux, parce qu'il faut se sentir heureux dans son travail. Exactement. Pour pouvoir le faire. Donc, voilà. Oui, tantôt, vous parliez de différents services qui étaient offerts dans ces organismes dits communautaires. Moi, ce que je voulais savoir pour le bénéfice de nos auditeurs, pouvez-vous préciser si ces services-là sont gratuits? Est-ce que tout le monde est accepté? Est-ce qu'il y a des frais qui sont encourus? Comment ça fonctionne? Et puis, si quelqu'un qui voudrait également profiter de ces services, quelle démarche doit-elle faire? Donc, nous rencontrons à peu près 22 000 personnes par année. Donc, nous rencontrons beaucoup de monde. Et ce sont des gens qui sortent de partout. Les services sont gratuits parce que, comme je disais, nous sommes supportés par le gouvernement. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, la personne doit pouvoir tout simplement chercher le nom de la maisonnée et nous appeler.
Et nous avons quand même une réceptionniste qui va rediriger l'appel, soit si c'est pour un permis de travail, si c'est pour l'emploi, si c'est pour... Donc, rediriger l'appel, c'est ce qui est important pour que vous puissiez avoir un appel qui répond à vos besoins. Rencontrer un conseiller qui va vraiment vous guider, vous donner les conseils adéquats. Dans l'organisme, ça s'appelle la Maisonnée. Oui, il y a beaucoup d'organismes, mais nous autres, là où je travaille, ça s'appelle la Maisonnée. Ici à Montréal. À Montréal, on est sur 110 Jean Talon Ouest. 110 Jean Talon Ouest. Oui. Est-ce qu'il y a un téléphone? Oui, 514-271-3533, 514-271-3533. Et c'est ouvert à tous, gratuit, tout le monde est accessible. Oui, tout à fait. Donc nous recevons tout type de personnes et puis tout le monde est accepté. C'est sûr qu'il y a plusieurs organismes sur le territoire de Montréal et ici aussi à l'Église évangélique Philadelphie, nous avons le comptoir alimentaire, nous avons le soutien psychosocial et nous avons aussi d'autres services. Donc, mon Dieu, que le temps file tellement vite. Alors, nous allons à une courte pause et au retour de la pause, Sœur Vianney va nous présenter la rubrique « J'ai une question ». De retour à l'émission L'éducation, parlons-en. Et aujourd'hui, nous parlons du marché de l'emploi avec notre invitée, Madame Mireille Mirambeau. Et maintenant, notre rubrique, c'est « J'ai une question ». Donc, c'est une question qui nous vient de l'auditoire. Donc, quelqu'un nous a envoyé une question. Alors, comment vous faites si vous avez des questions? Vous n'avez qu'à nous la faire parvenir à notre adresse courriel, l'adresse de la radio. Et à ce moment-là, nous poserons cette question à l'invité. Alors, Sœur Vianney, peux-tu nous dire quelle est la question qui est adressée à notre invité? Bien sûr. Donc, dans la rubrique « J'ai une question », je vous amène, Madame Mirambeau, dans l'univers d'une mère de famille. Très bien. Alors, sa problématique est la suivante. N'ayant aucune formation professionnelle, cette mère de famille travaille de longues heures pour pouvoir arrondir les fins de mois. Elle aimerait à présent se prendre en main, se réorganiser dans le but non seulement de mieux gagner sa vie, mais aussi, du coup, de passer du temps de qualité avec sa famille. Donc, Madame Mirambeau, qu'est-ce que vous proposeriez à cette mère de famille? Par exemple, quelles sont les ressources qui lui sont disponibles? Quelles sont les étapes qu'elle a à franchir, et etc. Bon, moi, je pourrais dire de prime abord que cette maman-là, je ne sais pas combien d'enfants qu'elle a, donc, mais cependant, probablement qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Il faudrait qu'elle puisse trouver une formation subventionnée par le gouvernement. Parce qu'il y a beaucoup de formations subventionnées par Emploi Québec. Donc, quand elle vient nous trouver, nous autres, nous mettons l'accent, nous allons chercher quelle est cette formation-là qu'elle peut trouver qui serait subventionnée. Elle n'aurait pas de coût à faire pratiquement. Maintenant, au niveau d'Emploi Québec, il donne une priorité aux mères monoparentales. Donc, comme certains avantages, vous savez que parfois, les garderies sont ouvertes à partir de 7 heures du matin. Donc, parfois, il faut quitter la maison depuis 6 heures parce qu'on commence à 7 heures. Eh bien, pour cette maman-là, donc, on fait
entente avec les employeurs pour que la personne puisse vraiment trouver certaines accommodations. Et bien entendu, si c'est une maman qui a un enfant qui est autiste ou bien que l'enfant est handicapé, etc., il faut toujours trouver une façon de pouvoir vraiment faire une formation à distance de façon à ce que ça puisse répondre à ses besoins parce qu'elle ne peut pas non plus sortir et puis laisser les enfants petits. Donc voilà, il faut quand même exposer parce que nous autres, nous avons des contacts avec les garderies. Et il y a les garderies subventionnées comme on le sait également. Donc voir si cette maman-là, elle peut trouver une garderie à 5 minutes de chez elle. Donc quand elle a fini et elle trouve un travail à 15 minutes de chez elle, parce que c'est ce qu'on va chercher. Donc elle sort de son travail à 15 minutes, elle va chercher l'enfant et elle rentre chez elle. Mais elle ne peut pas non plus se déplacer et aller prendre le travail à 1 heure de temps. Donc d'abord, comme elle n'a pas de formation professionnelle, c'est voir quel type de formation. Et quel type de formation, quelles sont les formations où elle peut trouver beaucoup plus facilement du travail. Il y a des formations de 2 mois et demi, des ASP, il y a des types de formations qui vont lui permettre de pouvoir avoir un diplôme québécois et assez rapidement, mais l'essentiel c'est qu'elle puisse se dire, bon voilà, je voudrais devenir caissière, Cégep Bois de Boulogne. Je voudrais devenir donc, des formations courtes et accélérées. Je voudrais travailler en comptabilité. Voilà, tel endroit où tu vas pouvoir faire une formation. Donc, c'est ça, il faut s'assurer que les enfants sont bien. Il faut s'assurer que la mère est bien. Il faut s'assurer que la formation qu'elle va prendre va lui permettre d'avoir les débouchés qui vont lui donner la possibilité de trouver du travail rapidement. Merci, Madame Mirambeau, pour ces judicieux conseils. J'ose espérer que cela pourra aider non seulement cette mère de famille, mais aussi toute autre personne vivant une situation similaire. Donc, à vous qui êtes dans l'impasse face à une situation difficile et qui sombrez dans le désespoir, je partage le proverbe suivant. À cœur vaillant, rien d'impossible. Je répète, le proverbe d'aujourd'hui, à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est-à-dire que si vous faites preuve de courage, de détermination, de volonté, de persévérance, vous pourrez venir à bout de toutes les difficultés, même celles qui vous paraissent insurmontables. Donc, je vous encourage à vivre à la lumière du psaume 60, verset 12, où il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Croyez-le, et vous le verrez s'accomplir. » Donc, quand le découragement semble vouloir vous emporter, rappelez-vous ce proverbe, « À cœur vaillant, rien d'impossible. » Je vous invite à présent à prier avec nous. Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir été avec nous et d'avoir rendu possible l'émission d'aujourd'hui. Merci pour la présence de chacun de nous à cette station de radio, La Voix de la Vérité. Merci pour la présence de notre sœur, Madame Mireille Mirambeau, qui a su si bien éclairer les lanternes de plus d'un. Bénis-la et continue à multiplier ses connaissances afin qu'elle en ait toujours à partager. Permets au Dieu que l'émission, l'éducation, parlons-en, soit une source inépuisable où viennent puiser tous ceux qui ont soif d'apprendre et de découvrir les mythes et réalités du système éducatif dans son ensemble. Seigneur, merci pour ta fidélité dans la vie de l'équipe, Sœur Annette, Frère Osias et moi-même. À présent, au Père, nous recommandons sous ta bienveillance chaque auditeur et auditrice en proie à un souci et nous te remercions pour tous ceux et celles qui ont su prendre des minutes de leur temps pour écouter cette émission d'aujourd'hui, l'éducation, parlons-en. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Alors, auditeurs, auditrices, merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était l'émission L'éducation, parlons-en. Nous parlerons du secteur de la communication avec comme invitée une journaliste. Au revoir.